On vous l'a sûrement déjà dit. Le nucléaire, c'est un gouffre à subventions publiques. L'État a payé des fortunes pour construire les centrales françaises. Et dans la foulée, on vous explique que les aides accordées aux énergies renouvelables, finalement, c'est pareil, que c'est comparable. Eh bien, aujourd'hui, on va décortiquer cette affirmation. On va remonter aux origines du programme nucléaire français et belge, on va regarder les chiffres réels, les mécanismes de financement, les sources. Et surtout, on va comparer honnêtement avec ce qui se passe aujourd'hui pour l'éolien et le solaire. Je vous préviens, les chiffres que vous allez voir risquent de vous surprendre. On va remonter aux origines du programme nucléaire français et belge. On va regarder les chiffres réels, les mécanismes de financement, les sources. Et surtout, on va comparer honnêtement avec ce qui se passe aujourd'hui pour l'éolien et le solaire. Je vous préviens, les chiffres que vous allez voir risquent de vous surprendre. Commençons par la France. Le parc nucléaire français a été développé à partir des années 1970 par EDF dans un système intégré et régulé, c'est-à-dire non libéralisé. À cette époque, EDF était un monopole public. Le marché de l'électricité n'existait pas tel qu'on le connaît aujourd'hui. Comment le programme a-t-il été financé? Le financement reposait sur 3 piliers. D'abord, l'endettement d'EDF. L'entreprise a emprunté massivement sur les marchés financiers, nationaux et internationaux, pour construire les centrales. Ensuite, les fonds propres d'EDF, c'est-à-dire une partie du financement qui venait des bénéfices de l'entreprise elle-même. Et enfin, et c'est le point crucial, le remboursement s'est fait via la vente d'électricité à des tarifs régulés. Autrement dit, ce sont les consommateurs d'électricité qui ont payé, kilowattheure par kilowattheure, l'amortissement des centrales. Il ne s'agissait pas de subventions budgétaires non remboursables. Il s'agissait d'un investissement industriel classique porté par un opérateur qui a emprunté et qui a remboursé grâce à ce qu'il produisait et vendait. La Société française d'énergie nucléaire, la SFEN, a publié un document essentiel sur ce sujet dans le cadre du débat public sur l'EPR, disponible sur le site cpdp.debat.public.fr. Leur conclusion clé est sans appel. L'État a participé pour moins de 10% à l'investissement total du programme nucléaire, par l'intermédiaire de dotations à EDF qui ont pris fin en 1982. Le reste du programme a été et continue d'être entièrement financé par les acteurs du projet, c'est-à-dire EDF et Areva. Et la recherche. L'effort de R&D nucléaire est largement autofinancé par Areva et EDF. L'aide directe de l'État prend principalement la forme d'une subvention annuelle au CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, de l'ordre de 440 millions d'euros par an, pour un budget total de recherche nucléaire civile d'environ 760 millions d'euros. Mais voici ce qui change tout. Cette somme est inférieure de moitié aux recettes que l'État et les collectivités locales reçoivent chaque année de l'industrie nucléaire sous forme d'impôts sur les bénéfices et de taxes. En l'an 2000, ces recettes étaient de 1,45 milliard d'euros. Le nucléaire rapporte donc à l'État bien plus qu'il ne lui coûte. C'est un point fondamental. On ne parle pas ici d'une industrie sous perfusion. On parle d'une industrie qui rembourse sa dette, qui paie ses impôts et qui génère des recettes nettes pour la collectivité. Le modèle belge est très similaire. Les centrales de Dole et de Tillange ont été construites entre 1969 et 1985 par Electrabel, dans un marché régulé. Le schéma de financement était comparable. Financement par dette et capitaux propres, amortissement via les tarifs d'électricité et absence de subventions budgétaires directes non remboursables de l'État. Retenez cette expression, pas de chèque public gratuit. Les centrales nucléaires, en France comme en Belgique, ont été financées comme des infrastructures stratégiques, par l'investissement, la dette et l'amortissement à long terme. Et cela a été possible parce que la filière est rentable. Elle produit de l'électricité en masse, de manière prévisible, pendant des décennies. Et c'est là que la comparaison devient gênante pour ceux qui défendent l'idée d'une équivalence entre le soutien au nucléaire historique et les subventions aux renouvelables. Les chiffres sont publics. Ils viennent de la Commission de régulation de l'énergie, du ministère de la Transition écologique et de la Cour des comptes. Fin 2019, les aides publiques déjà engagées pour les énergies renouvelables électriques en France s'élevaient à environ 97 milliards d'euros.
En cumulant les engagements de la programmation pluriannuelle de l'énergie jusqu'en 2028, on atteint entre 122 et 136 milliards d'euros d'aide publique totale. La répartition est parlante. Le solaire photovoltaïque concentre la plus grande part, avec environ 39 milliards d'euros engagés fin 2019, et un total prévu entre 45 et 51 milliards jusqu'en 2028. L'éolien terrestre représente environ 21 milliards, l'éolien en mer à peu près autant, puis viennent la biomasse avec 6,8 milliards, le biogaz avec 4,6 milliards, l'hydraulique avec 2,8 milliards et la géothermie, toujours aussi mal aimée, avec un demi-milliard. Ces chiffres sont tirés d'un excellent article de l'Usine Nouvelle publié en septembre 2020 ainsi que du site Transitions et Énergie. Et la nature de ces aides est fondamentalement différente du financement nucléaire. Ce sont des obligations d'achat à tarif garanti et des compléments de rémunération. Concrètement, l'État garantit aux producteurs d'énergie renouvelable un prix de vente de leur électricité, quels que soient les prix du marché. Si le prix du marché est inférieur au tarif garanti, ce qui a été le cas pendant des années, c'est le contribuable et le consommateur qui paient la différence, via les charges de service public de l'énergie. En 2017, ces charges atteignaient 5,7 milliards d'euros par an rien que pour les ENR électriques, selon les données de la CRE. En 2021, le budget de soutien annuel atteignait 7 milliards d'euros, soit un doublement par rapport à 2012. Maintenant, soyons honnêtes et rigoureux. Il faut mentionner un épisode important. En 2022 et 2023, quand les prix de l'électricité ont explosé suite à la crise énergétique, le mécanisme s'est inversé. Puisque les prix du marché dépassaient largement les tarifs garantis, ce sont les producteurs de ENR qui ont reversé la différence à l'État. La CRE a estimé que les ENR ont généré une recette de l'ordre de 30 milliards d'euros cumulés pour l'État sur ces 2 années. L'éolien à lui seul a reversé plusieurs milliards. C'est un fait qu'on ne peut pas ignorer. Et les partisans des ENR ont raison de le souligner. Mais, et c'est un grand mais, cela ne change pas la structure fondamentale du problème. Ces recettes exceptionnelles sont liées à une crise énergétique que personne ne souhaite voir se reproduire. En temps normal, quand les prix du marché reviennent à des niveaux standards, le mécanisme de subvention reprend. D'ailleurs, comme le rappelle la CRE dans son rapport, ce retour positif de 2022-2023 doit être mis en regard du soutien total de 43 milliards d'euros apportés aux ENR depuis 2003. De plus, ces recettes exceptionnelles n'ont pas impacté les comptes des producteurs ENR. Ils étaient protégés par le contrat. En revanche, dans le même temps, la contribution massive demandée au nucléaire d'EDF via l'AREN a lourdement pesé sur les comptes de l'entreprise. La SENN le rappelle dans son décryptage de la valeur économique du parc nucléaire. Voici donc la distinction que beaucoup refusent de faire et qui est pourtant au cœur du sujet. Le nucléaire français a été financé par de la dette remboursable. EDF a emprunté, a construit et a remboursé en vendant de l'électricité. Le contribuable n'a pas reçu de facture. Le consommateur a payé un prix régulé pour son électricité, un prix qui, grâce au nucléaire, est resté parmi les plus bas d'Europe de l'Ouest pendant des décennies. Les NRR, elles, fonctionnent avec des subventions non remboursables. L'État garantit un revenu et quand le marché ne suit pas, il compense. Ce sont des aides budgétaires directes, payées in fine par le contribuable via les taxes et par le consommateur via sa facture d'électricité. Personne ne rembourse ces aides. Mélanger ces deux mécanismes, de la dette industrielle d'un côté et des subventions publiques à fonds perdus de l'autre, c'est une erreur d'analyse. C'est comparer un prêt immobilier avec un don. Les deux impliquent de l'argent, mais la logique économique est radicalement différente. Je veux être totalement transparent sur un point. La situation du nouveau nucléaire est plus complexe que celle du parc historique. Les EPR2 qui doivent être construits en France vont nécessiter un soutien public significatif. EDF, avec plus de 54 milliards d'euros de dette, n'a plus la capacité de porter seul ses projets. L'État envisage un prêt bonifié, voire un prêt à taux zéro, et un contrat pour différence pour garantir un prix de vente. La Cour des comptes a alerté en septembre 2025 sur le fait que le financement de 6 EPR2 pourrait coûter entre 60 et 80 milliards d'euros et que l'ensemble des investissements d'EDF pourrait porter l'endettement à près de 220 milliards d'euros en 2040. Ce sont des chiffres considérables publiés par le site Public Sénat à l'occasion du rapport. Et les critiques du nucléaire ont raison de demander de la transparence sur ces coûts.
Mais même dans ce nouveau contexte, il y a une différence structurelle. Ces investissements produiront de l'électricité pilotable disponible à la demande pendant 60 ans ou plus, avec un facteur de charge supérieur à 75% et avec les émissions de CO2 les plus basses de toutes les technologies de production, à égalité avec l'éolien, selon le GIEC. Le nouveau nucléaire aura besoin d'aide publique, c'est certain, mais il s'agit d'un investissement productif à très long terme, pas d'une subvention à un modèle économique qui ne tient pas seul. Il y a un autre aspect que les comparaisons simples de LCOE, le coût de production par mégawattheure, masquent systématiquement. L'éolien et le solaire sont intermittents. Le vent ne souffle pas toujours, le soleil ne brille pas la nuit. Quand on intègre massivement ces sources dans un réseau, il faut aussi financer le stockage, les lignes de transport supplémentaires, le backup par des centrales à gaz et les mécanismes de flexibilité. Ces coûts dits systémiques ne sont jamais inclus dans le LCOE affiché des PNR. RTE, le gestionnaire du réseau électrique français, estime dans son rapport Futurs énergétiques 2050 que le scénario avec renouvellement du parc nucléaire coûte environ 10 milliards d'euros de moins par an que le scénario 100% renouvelable, soit 60 milliards annuels contre 70 milliards. Et il y a l'impact sur la balance commerciale. Selon la SFEN, sans le nucléaire, la France devrait importer environ 25 milliards d'euros de gaz par an pour remplacer les 75% de sa production électrique assurée par l'atome. Le coût de l'uranium importé, lui, est d'environ 800 millions d'euros par an. Le nucléaire a un impact positif net de l'ordre de 30 milliards d'euros sur les échanges extérieurs français entre les économies d'importation de combustibles fossiles et les exportations d'équipements et de services qui représentent environ 7 milliards d'euros par an. Par ailleurs, en matière de renouvelables, la France est globalement importatrice. Panneaux solaires chinois, turbines éoliennes danoises ou allemandes. La filière nucléaire, elle, est l'un des rares secteurs industriels où la France reste exportatrice nette. Alors, pourquoi ce mythe de l'équivalence entre subvention nucléaire et subvention ENR persiste-t-il? D'abord, parce que la confusion entre dette et subvention est facile à entretenir. Les deux impliquent de l'argent public, d'une manière ou d'une autre. Mais la mécanique est fondamentalement différente. Ensuite, parce que les lobbies des ENR ont un intérêt évident à brouiller les lignes. Si le nucléaire historique a été subventionné, alors les aides massives aux renouvelables paraissent normales, voire modestes. C'est une stratégie de communication, pas une analyse économique. Et enfin, parce que dans un marché libéralisé, où l'argent coule à flot, pour reprendre une expression qui circule dans le débat, les acteurs du solaire et de l'éolien ont peu d'incitation à remettre en question un modèle qui leur garantit des revenus quoi qu'il arrive. Récapitulons. Le parc nucléaire historique français et belge a été financé par de la dette industrielle remboursée par la vente d'électricité. L'État a contribué à moins de 10% de l'investissement total en France. L'industrie nucléaire rapporte davantage en recettes fiscales qu'elle ne reçoit en aide à la recherche. Il n'y a pas eu de chèque public gratuit. Les ENR, elles, ont bénéficié d'au moins 97 milliards d'euros de subventions non remboursables en France fin 2019. Avec un total engagé qui dépasse les 120 milliards. Ces aides sont structurelles, pas exceptionnelles. Sans elles, les filières éoliennes et solaires ne survivraient pas dans les conditions de marché actuelles. Le nouveau nucléaire aura lui aussi besoin d'un soutien public. C'est la réalité d'un investissement massif dans un monde financier complexe. Mais il s'agit d'un investissement dans une infrastructure pilotable, bas carbone, souveraine et productive pendant plus d'un demi-siècle. Comparer les deux en disant « c'est pareil » n'est pas une analyse, c'est un raccourci. Et face à l'urgence climatique et aux enjeux d'indépendance énergétique, on mérite mieux que des raccourcis. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, mettez un pouce, partagez-la et dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous connaissiez la différence entre dette remboursable et subvention à fonds perdu? Le débat est ouvert.